Hello les amis, ça me fait tellement plaisir, je ne vous rendez pas compte, d'enregistrer cet épisode parce que ça fait longtemps. J'ai loupé mon dimanche. Je devais l'enregistrer dimanche, mais j'étais un EVG, enterrement de vie de garçon d'un pote. Donc on a passé tout le week-end, plus le lundi, je suis rentré lundi soir tard et je voulais enregistrer, mais j'avais plus la force, plus l'énergie. Donc j'ai réservé ce moment à ce soir, donc le mardi 21 mai, donc 4 jours, 3 jours même avant mon anniversaire. Je fête mon anniversaire le 24 mai, donc je fêterai mes 26 ans. Donc voilà, content d'enregistrer. On est mardi, j'ai débordé un petit peu, je crois que c'est la première fois que je loupe mon dimanche, donc c'est le premier épisode où je le loupe, mais j'espère que ce sera le dernier. En tout cas, je me le souhaite et je nous le souhaite, mais je suis trop content de pouvoir enregistrer cet épisode. Là, je commence à rentrer dans la période où je prends full kiff dans ce que je fais là-dedans. Je le prenais déjà, mais du coup, il y avait la pression de la préparation. Est-ce que je vais être à l'aise Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Peut-être que j'ai ces pensées-là un peu, mais c'est pas forcément ça. C'est plutôt, voilà, j'avais cette deadline à chaque fois qui s'imposait à moi, une charge mentale. Et là, j'en fais tellement un kiff, un hobby, un plaisir. Donc, je suis content, je suis arrivé dans cette période-là. Souvent, c'est ça. Quand on s'entraîne, quand on a de la discipline, au début, c'est dur, c'est compliqué. Mais une fois qu'on a réussi à choper l'habitude, et ben, ça devient un réel plaisir. Donc, je suis en plein dedans et je suis content de vous le partager. Cet épisode numéro 7 va traiter de plusieurs choses, des actualités de la semaine et également des enseignements de la semaine. Donc j'ai hésité, j'arrive pas à savoir quel mot donner à tout ça. Est-ce que c'est enseignement? Est-ce que c'est leçon? Est-ce que c'est réflexion? Est-ce que c'est pensée? Enseignement, je trouve ça pas mal parce qu'il y a une notion d'éducation, une notion où j'ai compris quelque chose et j'arrive avec quelque chose en plus dans mon bagage. Penser, selon moi, c'est juste un truc qui n'est pas abouti et pas fini. Réflexion, c'est un peu pareil. Et leçon, ça fait un peu trop scolaire. Donc, je suis en hésitation. Je suis chaud pour vos avis. Mais en tout cas, enseignement, ça me paraît plutôt pas mal. Avant de commencer, je me présente rapidement et je présente le podcast en quelques phrases. Je suis Alexis Bouvet, CEO et cofondateur de Growth Hiring, une entreprise qui forme les recruteurs à toutes les techniques commerciales et marketing. On les aide tout simplement à avoir les armes pour aller chercher les bons talents sur le marché. Les armes, c'est-à-dire de meilleurs outils, de meilleures méthodes, de meilleures approches, tout simplement pour être meilleurs dans leur domaine et passer plus de temps avec les échanges candidats, avec l'expérience candidat, plus que sur des tâches à faible valeur ajoutée, chronophages et qui font perdre du temps. Cette entreprise, je l'ai créée avec Marie-Lou Girard et Hugo Dolphus, mes associés, mes chers associés que j'embrasse, tout simplement. Je leur fais une petite dédicace empathique. S'ils écoutent ce podcast, je pense que oui. Et également, aujourd'hui, on est 24 dans la structure. Donc, 24 indépendants. On a un alternant avec nous et on a décidé, on a choisi en tout cas pour l'instant, de naviguer avec le collectif de freelance, avec ce modèle-là, qui nous convient très bien avant de prendre les premiers CDI. En tout cas, je vous en parlerai. C'est un peu dans les réflexions du moment. J'en parlerai peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains épisodes. Le but du podcast, tout simplement, c'est d'aider les entrepreneurs qui ont envie de s'entreprendre soi-même, qui ont cette quête au-delà de monter un beau business, la gloire, aider les gens, mais c'est d'eux aussi de s'entreprendre, de mieux se connaître et tout simplement d'avoir une belle quête collective, s'ils sont avec des associés ou une équipe, et aussi une belle quête individuelle. Je partage du coup mes actualités, que ce soit pro, perso, qui me permettent de grandir et de réfléchir à de nouvelles choses. Et j'aimerais vous partager du coup ces enseignements, donc les enseignements qui vont avec ces actualités de la semaine. Donc ce sont des petites réflexions, voilà, des petites pensées que je vous partage. Donc là, j'ai décidé de faire des enseignements. De temps en temps, je vais avoir un sujet de prédilection que je vais partager. Et ce sera réservé à dimanche qui arrive. Je repousse ce moment parce que j'ai envie de faire vraiment un épisode sur business et sagesse. Ça fait 2-3 fois, je crois, je l'annonce et je le repousse parce que en fait, c'est beaucoup plus de travail que prévu. Donc, j'ai décidé de passer mon vendredi soir, donc le vendredi de mon anniversaire, tout seul chez moi et me faire le plus beau cadeau qui est d'être seul avec mes pensées et d'écrire cet épisode. Et également le dimanche matin, donc le 26,
pour continuer à réfléchir à cet épisode pour au final le tourner dimanche. Donc je m'impose ces deadlines, c'est dans mon agenda. Dimanche, il faut que je vous sorte cet épisode business et sagesse. Passons aux actualités de la semaine. Trop cool de vous partager ça. Donc c'était la semaine dernière. Donc là on est mardi, donc c'est la semaine précédente. J'essaie de refouiller dans ma mémoire. Et les enseignements, les actualités plutôt perso. Tout d'abord, la reprise de la course. Ah, la belle course à pied, ça fait plaisir. C'est mon point faible au triathlon. Donc c'était vraiment ça c'est ça vraiment que je préparais. Donc j'ai mis en place une application qui s'appelle KeepRun. Donc avec mon programme d'entraînement avec un objectif de faire 4,30 le kilomètre. Donc c'est un rythme de course. Donc c'est-à-dire faire 1 km en 4 minutes 30. Ce qui est beaucoup plus que ce que j'ai fait au triathlon. Au triathlon, j'étais à peu près à 6 minutes le kilomètre. Donc ce qui est pas vraiment fou. Mais j'avais la nage et le vélo juste avant donc, que j'avais enchaîné. Donc ça se comprend quand même. J'ai pu faire du coup 3 séances la semaine dernière, 3 séances de sport avec un test de VMA. Première fois que je fais un test VMA, ou en tout cas la dernière fois que je l'ai fait, c'était je pense quand j'étais au collège ou au lycée, où je faisais des allers-retours. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. On fait des allers-retours jusqu'au moment où tu peux plus faire des allers-retours dans les temps impartis, et du coup là ça te donne ton test VMA. Donc j'ai pas fait ça, moi j'ai fait un test qui s'appelle celui de demi-Cooper. Donc l'objectif c'est de courir pendant 6 minutes à l'allure maximum, donc faut pas se cramer dès le début, c'est un peu ce que j'ai fait, mais il faut pas. Donc faut partir à une allure où on pense qu'on peut tenir pendant 6 minutes, et une fois les 6 km passés, on voit la distance qui a été accomplie, et on divise le tout par 100, et ce qui donne la VMA. Typiquement, moi j'ai pu faire l'exercice, j'ai fait en 6 minutes 1560 mètres, donc 1,5 km, 56 km. Et ce qui me donne une VMA du coup à 15,6. Ce qui est plutôt pas mal. En vrai, il y a des tableaux comparatifs du coup des différentes performances des VMA. Et je suis à peu près dans le 3/4, un peu plus du 3/4 dans la tranche. Donc c'est plutôt bien. Hop, petite gorgée. Là, je viens de finir un run d'ailleurs. Je viens de rentrer à l'instant là, je pense qu'il y a 15-20 minutes, qui était très dur. Honnêtement, j'ai fait 1h, 1h05. Et en fait, c'était une allure progressive. Donc, j'étais à 5,50, je crois, pendant 25 minutes. Puis après, je descendais jusqu'à 4,50, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais ça m'a quand même bien épuisé. En tout cas, c'est le début de mon entraînement. Et je sens qu'il y a du progrès à faire. Donc voilà, j'ai un peu le souffle court, la bouche un peu pâteuse. Mais vous m'excusez. Du coup, test VMA accompli. Donc ça, je suis content. J'ai pu faire des séances aussi avec mon coloc, avec Paul, qui m'a appris l'importance de s'entraîner avant la séance. Donc toute la partie échauffement, en fait, je me rendais compte que je faisais que courir, et j'avais pas tout l'échauffement avant. Donc l'échauffement qui va être les talons-fesses, montée de genoux, jambes tendues, etc., qui permettent d'améliorer la technique en fait de course. Même là, ce que j'ai commencé à faire depuis 3 séances, c'est de courir sur les pointes de pied. Donc avant, on voit il y a 2 techniques de course. Soit on met d'abord le talon, soit on met directement la pointe. Le fait de mettre la pointe, ça permet d'aller plus vite, mais ça fait mal au mollet. Donc là, ça fait, je pense, 4 jours, j'ai des courbatures au mollet qui veulent pas du tout partir. Et j'ai jamais eu aussi mal à mes mollets. Mais c'est pour le mieux parce que c'est ce qui va me permettre d'améliorer la performance. Donc, importance de l'entraînement en amont pour améliorer la technique, et aussi de la récupération juste après. Donc une fois qu'on a fait la séance, souvent on va courir encore 10 minutes avec une allure vraiment très très modérée, ce qui permet de faire redescendre l'acide lactique et du coup ne pas avoir de courbatures dans les jambes. Je me suis inscrit du coup à une course, un 10 km, le 7 juillet. Et je suis content de m'être inscrit, et je me suis inscrit dans un objectif d'aller chercher de la performance. Et je me suis rendu compte, du coup, que je revenais un peu sur ce que je me disais avant, où par exemple j'avais déjà fait un semi-marathon, et j'avais pas fait 10 km, mais un semi-marathon, et j'avais des potes qui y allaient pour la performance. Et je comprenais pas ça, je comprenais pas pourquoi. Moi, dans ma tête, c'est
bah, tu y vas pour l'effort, pour la quête, pour le kiff d'avoir fait 21 km et tu t'en fous de la performance, c'est pas grave, t'en as pas besoin. Et surtout, faut pas conditionner le succès de ta course à de la perf. Et en fait, en m'inscrivant à ce 10 km, moi, mon objectif, c'est d'améliorer le penchant de mon triathlon qui est pas bien, qui est la course. Et du coup, je suis obligé d'aller chercher un objectif de perf parce que c'est mon objectif. Là, j'ai compris que lorsque je fais 2 fois une course que j'ai déjà fait en termes de distance, et bah, ce qui va te driver, c'est évidemment la quête, l'atteinte de l'objectif, qui est de finir, mais prend un petit peu plus le dessus de la performance. Et du coup, je me suis vraiment inscrit à cette course pour aller chercher ce 4 minutes 30. J'ai pris aussi un coach sportif, un coach triathlon, un mec qui habite au UK, qui navigue entre UK et Canaries. Le mec, ça fait 10 ans qu'il fait du triathlon, il s'appelle Guillaume, le bon Guillaume. Je lui ai pas encore répondu à son mail, mais s'il entend tout ça, je vais m'inscrire très très vite. En gros, il propose un entraînement, un accompagnement à 100 balles par mois, où en fait, il va planifier l'ensemble de mes entraînements sportifs. Donc, il va avoir un peu le rôle un peu de Alfred dans Batman. Donc, c'est le mec qui va être un peu dans toutes les opérations, gérer tous les plannings, etc. Et après, moi, je vais exécuter. Dès que je loupe, par exemple, une séance où j'ai besoin d'une intensité différente, bah, c'est lui qui va tout orchestrer. Je peux lui demander n'importe quoi sur la nutrition, sur la technique, lui demander des recommandations. Il est là pour m'aider, je peux faire autant de séances que je veux et tout est en visio. Donc je pense que ça correspond bien à mon rythme de vie, de voyage un peu partout. Donc je suis super content d'avoir ça et je trouve que le fait d'avoir un coach, que ce soit dans le sport ou dans le business ou dans d'autres disciplines, il y a quand même une notion déjà de suivi de sa performance et aussi de redevance. En fait, on a un côté de redevance vis-à-vis de la personne. On doit lui montrer qu'on a agi et qu'on a généré du résultat. Et c'est pareil dans le business. Il y a un moment, on avait des coachs, et d'ailleurs, je pense qu'on va reprendre ça, des coachs business où on leur montrait du coup nos plans d'action, les OKR qu'on avait remplis, les indicateurs qu'on avait réussi à atteindre, les objectifs à atteindre. Et ça nous drivait à chaque fois, tous les trimestres, pour faire encore mieux. Donc, je conseille aller chercher des coachs business ou dans toute discipline que vous voulez approfondir. Ça vous aidera grandement. Et si vous ne trouvez pas une personne qui peut vous coacher, vous mentorer, il y avait un truc que j'avais fait qui était vraiment pas mal, c'est du sparring mentoring. Et c'est-à-dire d'avoir une personne qui est à peu près au même niveau que vous. Le mieux, c'est que ce soit un petit peu plus avancé, mais au même niveau que vous. Et vous faites des points réguliers toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois pour vous tenir au courant de comment vous avez avancé chacun sur vos objectifs. Et ça, c'est génial parce que ça permet déjà de créer des belles amitiés, des belles relations et avoir ce sentiment de redevance avec quelqu'un d'autre. Sur la partie habitude, je suis content, j'ai repris mon application Way of Life. Ça faisait longtemps que je l'avais abandonné parce que j'avais le rythme triathlon. Et du coup, je voulais vous lister un peu la semaine, un peu comment je l'ai passée parce que c'est la première fois que j'ai bien retraqué tout et que c'était la reprise. Donc je voulais vous partager un petit peu tout ça. Sport le matin, donc j'ai repris le sport tous les matins. Donc j'ai fait donc c'est 5 jours sur 7. Je le fais la semaine pour l'instant. Donc 5 sur 5. Exprimer ma gratitude. Donc ça, je le fais pendant mes méditations ou à la fin de mes méditations. Et malheureusement, j'ai pas autant médité que ce que je voulais. J'ai médité 4 fois sur 7. Donc gratitude plus méditation, on est 4 sur 7. Donc il manque un petit peu là-dessus. Donc il faut améliorer ce penchant-là. Poster sur LinkedIn, ça a diminué drastiquement. J'ai eu peu de temps pour créer ce contenu-là sur LinkedIn. En tout cas, je prends plus de temps à créer sur ce podcast parce que ça me fait beaucoup plus kiffer. Ça ne veut pas dire qu'il faut que j'abandonne LinkedIn. Je vais juste diminuer l'objectif que je me suis fixé et mettre ça, du coup, à 2 ou 3 sur 5. Et la semaine dernière, j'étais à 2 sur 5. Donc, je vais le passer plutôt à 3, je veux dire. Du coup, ce serait 2 sur 3 ou 2 sur 2. Je suis encore en hésitation. Lire. J'ai repris bien la lecture, donc ça, c'est nickel. J'ai lu 4 jours sur 3, donc c'est plus que ce que je voulais. Et j'ai entamé, du coup, le livre numéro 2 de L'âme du monde. Donc c'est un peu le livre que je vais vous partager dimanche. Donc je suis à l'épisode 2 qui est assez cool, moi qui radote un petit peu les concepts que j'avais vus précédemment, mais qui est quand même pas mal. Boire de l'eau, très important, c'est bien de s'hydrater.
Et du coup, je veux boire 2 litres d'eau par jour. Et donc ça, j'ai réussi 7 jours sur 7, donc ça, c'est nickel. Ne pas boire de l'alcool. Donc normalement, j'ai que des semaines vertes là-dessus. Et là, j'ai eu 4 sur 7 parce que je me suis fait avoir par un EVG d'un pote. Et du coup, j'étais obligé de festoyer. En tout cas, je me suis fait avoir par la pression sociale. Bien que je me suis rendu compte que c'est pas forcément la pression sociale qui m'a eu, mais c'est plutôt moi, je choisis les moments où j'ai envie de boire un petit peu. Après, je me mets jamais dans des états où je suis pas du tout en contrôle. Et, euh, et du coup, voilà, je bu un petit peu quelques bières modérément. Dormir avant minuit, pareil, c'est là où ça a failli à cause de l'EVG, où je suis à 4 sur 7 il y a 3 jours, où j'ai dormi après minuit. Ce que j'ai rajouté à mes habitudes de la semaine, c'est Duolingo. J'ai téléchargé l'application pour apprendre le portugais, parce que je pars à Lisbonne du coup en juin, pendant un mois, pour potentiellement y vivre à partir d'octobre. Donc j'ai rajouté ça à la liste des habitudes. Voilà un peu pour le tour des habitudes et du perso. Je voulais vous partager aussi un peu ce qui s'est passé sur la partie pro avec Gros Sairing. Et pour entamer ça, je vais vous prendre une petite gorgée. Alors j'espère que ça marche bien. J'ai l'impression que mon enregistrement était à 2 doigts de sauter. Et si ça a sauté, je ferai un petit cut. C'est la première fois que je ferai un cut dans mon épisode. Mais si c'est pour le bien de la communauté, c'est important. Gros sairing sur la partie pro. Les différents penchants, les actus un petit peu. Sur le sales, mise à jour du pipe et relance. Je pense que c'est un truc, gros enseignement là. C'est qu'on ne le fait pas assez. Comment obtenir un maximum de réponses à son pipe, que ce soit un oui ou un non. Aller chercher tous les deals et aller chercher le discours. Voilà, j'appelle toutes les personnes avec qui j'ai échangé et j'ai eu une bonne discussion. Et j'aurais aimé savoir si on veut avancer ensemble ou sinon je clôture le dossier. Et comme ça, au moins, je suis fixé de mon côté, je vous embête pas. Mais aller chercher vraiment ce non pour finalement avoir une réponse définitive à l'affaire. Et mine de rien, j'ai appelé, j'ai réussi à refixer 3 rendez-vous avec des deals que j'avais un petit peu mis de côté. Donc je pense que c'est un très bon réflexe à avoir au lieu d'aller chercher de nouveaux deals constamment et faire de l'acquisition, ce qui peut fatiguer. L'importance d'avoir de la visibilité sur son pipe, je pense que c'est essentiel de pouvoir se dire combien de personnes j'ai en rendez-vous par exemple la semaine prochaine ou sur les prochaines semaines, combien de personnes j'ai en phase de closing et savoir concrètement quel est le volume d'affaires qui va tomber. Ça permet d'avoir de predictable revenue, donc ça c'est Aaron Smith qui a créé ça, qui a implémenté ça chez Salesforce, mais de comment on va réussir à prédire le revenu. Et ça évite les mauvaises surprises de le mois d'après à se dire mais ouais, je comprends pas pourquoi il n'y a pas du tout eu de vente. Et en fait, on peut l'anticiper et le voir sur le pipe s'il est bien mis à jour. Donc ça, c'est toujours l'enjeu. Comment réussir à bien mettre à jour son pipe. Donc ça, je vous invite à le revoir de manière constante. Appeler les clients pour fixer les déjeuners. Ça, c'était aussi un peu l'objectif de la semaine dernière. Pareil, aller chercher de nouvelles ventes, mais sur des clients existants, faire de l'upsell. Plus facile qu'aller chercher de nouveaux deals. Donc là, c'est un peu mon rôle. Je vais avoir ce rôle d'élevage. Donc il y a les chasseurs, donc les sales qui vont aller chercher du biz. C'est ce que je fais aussi. Mais il y a aussi les éleveurs qui vont élever, on va dire, l'ensemble du troupeau et qui est en fait nos clients, s'assurer qu'ils ont envie encore de travailler avec nous. Sur la partie produit, on a recruté une nouvelle personne et ça me fait extrêmement plaisir parce que je vois une perspective énorme avec ce nouveau membre dans l'équipe. C'est un Product Ops. Pour vous expliquer, chez Grossaring, moi j'ai un rôle où je gère le produit. Donc c'est-à-dire, je gère l'ensemble des coachings que l'on met en place, également notre plateforme e-learning et toutes les ressources qu'on va créer pour nos clients, pour les aider. Donc typiquement des messages d'approche qui vont être personnalisés. On va les aider à créer des outils IA pour créer des messages d'approche aussi personnalisés par exemple. On va créer des outils IA qui
qui vont leur générer des requêtes booléennes. On va créer des prompts ChatGPT, donc une trentaine de prompts qu'on a créés aujourd'hui pour faciliter le quotidien du recruteur. Bref, en fait, on a, je pense, une centaine de ressources au total qu'on a mis en place, qu'on a diffusé du coup dans notre académie, mais il faut continuer à enrichir ce contenu et faire de la veille pour rester numéro 1 sur notre marché. Du coup, tout ce travail-là, ça demande du temps. Et ce temps-là, vu que là aujourd'hui je suis plutôt focalisé sur la partie commerciale pour faire rentrer des deals, j'ai moins de temps à dédier là-dessus. Pourtant, c'est tout aussi important de satisfaire nos clients et de créer une nouvelle roadmap produit et surtout faire en sorte que tout ce qui se passe dans le produit et tous les retours et les expériences clients qu'on va pouvoir avoir, donc toutes les vidéos en fait des coachings où nos clients nous partagent leurs résultats, le nombre de rendez-vous qu'ils ont réussi à obtenir, le nombre d'entretiens avec des candidats, le nombre de placements qu'ils ont réussi à faire, ça a une valeur qui est énorme, qui est en interne et qu'on a du mal à diffuser. Et donc, il faut en faire des business cases, des vidéos, des testimonials qu'on va diffuser avec le market pour faire venir davantage de clients. Donc ça, on a commencé à créer les premières briques, mais j'avais besoin d'une personne en plus pour m'aider là-dessus. Et c'est Stan qui nous a rejoints sur ce sujet. Feedback pour nos coachs et levier pour avoir des effets waouh. Ce que je me suis noté, c'est comment je vais pouvoir aider au maximum. Du coup, on a des coachs qui vont former nos clients et comment je vais pouvoir les aider au maximum, un peu comme le rôle de mon coach sur la partie triathlon. Moi, devenir un peu le Alfred de nos chers coachs qui sont les Batman et qui vont du coup aider nos clients et moi orchestrer tout ça et les aider et trouver des effets waouh à chaque fois. Et finalement, j'ai réussi à finaliser l'optimisation du process Academy. Donc, c'est un process tout simplement qui permet d'onboarder les nouvelles personnes de la Promo Academy. Donc, c'est une offre inter-entreprise. On forme du coup des recruteurs d'entreprises différentes. Et donc là, c'est la deuxième promo qui vient d'être lancée, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, il fallait finaliser le process pour que tout soit bien nickel. Le mood général. Je me suis fait une petite note sur le mood général de la semaine dernière. Grosse détermination. En fait, je me suis rendu compte que les 2 dernières semaines, donc les 2 semaines après le triathlon, j'étais un peu dans une phase de flottement. Donc, c'est-à-dire que je devais reprendre un rythme, j'avais plus le triathlon pour me drainer, j'avais une baisse d'énergie, je devais récupérer aussi tout simplement après l'effort, soit physique ou mental, et j'étais beaucoup moins dans le mood. Donc, c'est-à-dire que j'étais focalisé sur la création de contenu. Moi, ça me fait trop kiffer de faire ces épisodes de podcast. Et du coup, ça me prend de la charge mentale et du temps. Et je dégageais plus d'énergie, par exemple, à penser à ma création de contenu que penser à comment la boîte allait s'améliorer et continuer à grandir. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins skin in the game, où j'avais beaucoup moins les pensées pour over-deliver, pour maximiser ma performance sur la boîte. Et tout simplement, ça c'est dû à un niveau d'exigence que je me suis mis qui était beaucoup plus bas, où j'avais en fait juste envie d'avoir du temps libre pour ma réflexion et pour mes pensées. Donc c'est génial, je trouve que c'est bien d'avoir des phases comme ça, c'est important, mais il ne faut pas que ça reste trop longtemps. Et donc la semaine dernière, c'était le gros moment de redéter. Aussi, je bougeais beaucoup, j'allais à droite à gauche. Là, c'est le dernier week-end. Du coup, le VG que je viens de faire où j'ai bougé. Là, ce week-end, je vais être posé chez moi tranquillement. Je vais fêter mon anniversaire avec les amis proches à la maison et faire un petit barbecue des familles. Et donc ça va me faire du bien et ça va pouvoir me permettre de me ressourcer, de me recentrer sur moi. Je vous avais fait une liste, j'avais préparé ça, mais je me suis dit, là, je me rends compte que ça va peut-être prendre un peu trop de temps. Mais une liste des objectifs que je me suis fixé cette semaine sur la partie business. Je peux peut-être vous les lister rapidement en 5 petites minutes. Je pense que ça pourra vous donner des idées, des choses à faire dans votre quotidien. J'essaie de pas trop blablater dessus. Mais je pense que c'est bien de vous partager ça comme ça. Peut-être que ça vous donnera des petites idées. Comment je gagne ma semaine? Ça, c'est un rituel qu'on a mis en place du coup avec mes associés. Tous les lundis matins, on met une note sur comment je gagne ma semaine et le suivi de la semaine dernière. Donc, on reprend la note du comment je gagne ma semaine de la semaine d'avant. Voir si on a bien tout checké, si on a réussi ou pas. Et si on n'a pas réussi, remettre ça dans sa to-do et essayer de trouver des solutions pour y arriver.
objectif clé de ma semaine actuelle. Premièrement, avoir 3 dossiers déposés qui passent auprès de l'OPCO. Donc nous, on est organisme de formation, donc on a des dossiers qu'on passe en financement et qui financent une partie de nos formations. Et donc, il faut faire accepter ces dossiers. Donc souvent, ça rallonge les cycles de vente qui prennent du coup 2 mois plus qu'une vente classique. 3 nouvelles demandes de financement. Donc c'est un objectif d'avoir 3 personnes qui sont chaudes d'avancer avec nous et commencer les process pour créer les dossiers. Fixer 5 rendez-vous avec le pipe. Donc c'est un peu le travail que j'ai fait la semaine dernière de relance du pipe. Et là, j'aimerais fixer 5 rendez-vous et fixer 5 rendez-vous avec la nouvelle target qui sont les ESN. Donc là, on est en exploration de marché. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des cabinets de recrutement et des entreprises en général, mais c'est plutôt des cabinets. On a accompagné une 60aine de cabinets. Et donc là, on va chercher une nouvelle target qui est l'ESN, qui a des enjeux similaires. J'ai mes objectifs, maintenant j'ai mon plan d'exécution. Mon plan d'exécution, ça va être de faire un mail de relance pour relancer tous les losts et leur partager les financements qui sont possibles actuellement parce qu'il y a des nouveaux financements qui sont sortis. Donc là, il faut relancer tout le monde. Créer 3 posts LinkedIn cette semaine pour mettre en avant un apéro. On va faire un apéro du coup cette fin de semaine. Plus, on a sorti un nouveau module de formation qui est une formation sur l'IA pour les recruteurs. Donc, il faut mettre en avant tout ça avec des posts. Demander des recommandations de clients qui ont fini avec nous ou appeler des clients pour aller fixer des déjeuners et faire des upsells. Créer un dashboard bien clair, bien clean pour avoir mes indicateurs sales de mon pipe. Parce que là, j'ai fait une reprise de mon pipe et je me suis rendu compte que le suivi était pas bon et l'analyse de la performance était pas bonne non plus. Ça, c'est dû au fait que on a changé un peu les scopes où moi, j'ai vraiment pris le leadership sur la partie cabinet où Hugo, mon associé, allait explorer la verticale du coup ESN. Et en fait, on s'est un peu renvoyé la balle sur la responsabilité et on ne savait plus trop comment driver tout ça. Donc là, je vais refaire ce dashboard pour que ce soit tout nickel. Déléguer les mises à jour de la presse Sales Market, ça je pense que ça peut vous inspirer. En fait, on a fait un Notion, très simple pour l'instant, avec tous les clients qu'on a accompagnés, donc 60 logos d'entreprise. Dans ces logos, dans ces fiches clients, on a mis du coup les types de profils qu'ils ont l'habitude de recruter, leur site internet, la taille des entreprises, et on va faire tout plein de business case pour expliquer leur situation initiale, leurs enjeux, comment nous on a réussi à les aider, quels sont les résultats qu'on a réussi à obtenir, et à l'idéal une petite vidéo du client qui témoigne du succès de la mission. Donc on est en train de faire ce gros travail, mais ce qui donne de la preuve sociale au maximum et qu'on va pouvoir diffuser un peu partout. On va pouvoir diffuser ça sur LinkedIn, on va pouvoir diffuser ça dans les funnels marketing ou sales, donc dans les boucles de mail. On va pouvoir diffuser ça pendant les propals clients. Donc je pense que c'est un contenu qui est indispensable. Et en fait, on s'est mis en action assez tard. Donc c'est-à-dire que on a commencé à le faire une fois que les coachings étaient passés. Et du coup, on n'avait pas de la donnée nécessaire en amont qu'on aurait dû demander. Par exemple, on n'avait pas le nombre de personnes contactées, les taux de réponse, le nombre de personnes recrutées, etc. En tout cas, ça, on ne le demandait pas au début de l'accompagnement et ni à la fin. Donc là, on a dû revoir tous les process pour s'assurer qu'on a bien ces informations à chaque nouveau coaching. Et donc ça permet d'alimenter justement des business cases. Relance du pipe. 3 relances du pipe cette semaine. Donc on réitère sur le pipe actuel. Faire les propals. J'ai 5 propals à faire pour des clients. Faire un point avec Thomas. Donc Thomas qui gère aussi la partie cabinet avec moi pour l'aider sur ses closings, pour s'assurer qu'il arrive à faire ses premiers closings. Donc il est arrivé il y a un mois et demi chez nous. Donc là, l'idée, c'est d'avoir les premières victoires pour qu'il puisse monter en compétence, être content et rester avec nous. Revoir tous les exercices de l'académie. Donc notre académie, il y a plein d'exercices qu'on a mis en place. Il faut bien les revoir, les mettre en forme sur un Word, puisqu'on était sur Notion. Du coup, c'était compliqué en termes d'expérience utilisateur. On va retourner des vidéos. On voulait retourner tout le produit. Finalement, on a dépriorisé ça. On l'a mis en juillet pour tourner des vidéos VSL. Donc VSL, c'est une vidéo qui va expliquer
concrètement son entreprise, ce qu'on fait, mais plus en mode apport de valeur sur une landing page et qui a un objectif de conversion. Donc on va créer cette VSL. Et donc là, on a déjà les premières briques. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un tournage, moi solo, dans une salle. Et là, on va aller en studio pour tourner tout ça. Et donc ça va nous permettre d'avoir plus de demandes entrantes. Ensuite, on va faire des tournages d'interviews clients. Donc il va falloir trouver la dernière personne. Donc on a déjà 2 clients qui sont chauds pour faire le tournage en studio avec nous, pour témoigner des résultats. Point sur les coachings pour m'assurer que tous les coachings se passent bien. Brief pour l'émission de Stan qui m'accompagne sur le produit. Brief pour le lancement de l'Académie de François qui vient de s'effectuer aujourd'hui. Et je crois qu'on est plutôt pas mal. Ça m'a pris 5 minutes de chrono, mais j'espère que ça vous donnera des petites idées. Et je sais pas s'il y a des trucs qui sont assez similaires avec ce que vous faites, peut-être sur la partie commerciale. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ça apporte de la valeur et du concret par rapport aux tâches du quotidien. Je prends une dernière petite gorgée d'eau et on va passer aux enseignements de la semaine. Ça me fait plaisir, j'ai préparé 6 petits enseignements que j'aimerais vous partager et qui, j'espère, vous apporteront de la valeur. Petite gorgée d'eau. Et enseignement de la semaine. On va prendre un petit peu plus le temps et plus de respiration, plus un moment solennel sur ce que j'ai pu apprendre, ce que j'aimerais vous partager. Première chose, ça c'est plus une réflexion, mais est-ce qu'il faut se détacher de ses objectifs pour être un entrepreneur heureux? Petit spoiler, il ne faut pas totalement le faire. Ce qu'on entend beaucoup et ce que j'ai beaucoup entendu dans les livres que j'ai pu lire, ou même dans mon expérience en Inde, où j'ai fait un stage de méditation pendant 10 jours, souvent on dit qu'il faut se détacher des choses pour pas se rendre malheureux. Le fait d'être attaché par exemple à un objet, une belle maison, obtenir une voiture, obtenir une nouvelle paire de chaussures, c'est un peu conditionner son bonheur à l'obtention de cette chose. Et en fait, désirer quelque chose, c'est faire un contrat avec soi-même d'être malheureux tant qu'on l'a pas. Et dès qu'on l'a, c'est une sorte de bonheur éphémère qu'on obtient et qui nous apporte une satisfaction instantanée, mais pas du tout pérenne dans le temps. Le fait d'être détaché des choses, je trouve que c'est bien sur la partie business dans une certaine mesure. Si on est détaché des choses, on va moins se mettre la pression, en tout cas, on va moins avoir le gros poids sur les épaules de la pression business. Et du coup, avoir peut-être une charge mentale plus libérée sur du temps perso ou même pendant la partie pro. Et je pense que c'est mauvais sur du moyen long terme. Et évidemment, il faut mesurer les choses. Car être trop détaché de ces objectifs que l'on se met, ça nous enlève la bonne pression qu'on pourrait se mettre, qui est nécessaire au final, pour atteindre ces objectifs. Le résultat de tout ça, c'est que on peut se retrouver frustré sur du moyen long terme en se disant en fait j'avais un objectif que je m'étais mis, j'ai relâché la pression, en tout cas je me suis détaché de cet objectif et au final je l'ai pas du tout atteint. Et je suis détaché parce que du coup ça me rend pas malheureux, je me dis ok fine, mais par contre sur les prochains mois, prochains semestres, etc., je vais me rendre compte que je vais être dans le regret. Je vais regretter le fait de ne pas avoir mis l'effort nécessaire ou l'intensité nécessaire ou la volonté nécessaire pour aller chercher cet objectif qui me rend heureux aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a toute une réalité qui est qu'il ne faut pas se mettre la pression évidemment, mais il faut aller, une pression négative, mais il faut aller chercher la bonne pression, la pression positive qui va vous faire tout simplement faire agir et vous mettre en action. Vous mettre en action et vous faire agir sur les choses qui ont de la réelle importance, qui va générer de l'impact pour votre business et qui, au final, va vous rendre beaucoup plus serein d'esprit parce que les résultats seront bons. Si on se retrouve qui est totalement détaché au final de ces objectifs,
au final, ce qui se passe, c'est qu'on perd l'engagement et ça peut même créer un déséquilibre, selon moi, entre la force de travail que on va avoir et la motivation des associés dans un projet. C'est-à-dire, imaginons qu'il y ait une personne qui soit plus démotivée ou détachée des objectifs que les autres, on va ressentir le fait que tout simplement, il y a une force négative qui va nous tirer plus vers le bas et on nous donne moins la volonté de nous dépasser. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de démotiver les gens que de les motiver. Donc dès qu'il y a une personne qui est défaillante, faut vite la rallier du coup à la cause pour pas qu'elle soit tout simplement plongée dans ce cercle vicieux. Lorsqu'on est détaché aussi, il y a une métaphore ou un comparatif qu'on peut faire. C'est un peu comme l'amour ou les gens. Moi, je me suis pas mal posé la question en revenant de Vipassana de mon séjour de méditation. Il nous disait beaucoup, il faut être détaché des choses pour pas souffrir, et notamment être détaché des gens. C'est-à-dire votre petit copain, votre petite copine, vos amis, votre famille. C'est des personnes que vous chérissez, que vous aimez, et si vous voulez ne pas être malheureux de leur départ, si tout simplement ils quittent ce monde et ils meurent tout simplement, que d'une séparation, si vous rompez du coup avec la personne avec qui vous êtes, ou des amis qui partent et qui font leur chemin, ça peut rendre malheureux, et c'est tout ce côté attachement qu'on va pouvoir avoir vis-à-vis des personnes. Et du coup, eux, ils disent beaucoup qu'il faut vivre détaché des gens pour ne pas être malheureux. Et moi, du coup, sur cette phrase-là, j'ai longtemps un peu hésité en me disant, mais est-ce qu'on peut vraiment aimer les gens sincèrement et pleinement, tout en étant détaché? Est-ce qu'on peut vraiment aimer nos amis, notre famille, et être pleinement épanoui dans nos relations, si on vit avec détachement et du coup sans amour? Et du coup, la conclusion que j'ai à ça, et je pense que c'est le parallèle parfait sur les objectifs, c'est que je pense qu'il faut savoir aimer, il faut savoir être attaché à ces choses-là et savoir s'en détacher au bon moment. Donc, c'est-à-dire savoir que dans la ligne du contrat, il y a un petit astérisque qui dit effectivement, tu t'attaches à cette personne, tu aimes cette personne, mais sache que tout a une fin. Rien n'est impermanent. Il se peut que cette personne parte demain. Un exemple aussi que j'avais lu dans un livre, c'était une maxime ou une histoire, un conte, qui disait que il y avait une femme, une mère de famille, qui avait perdu son enfant qui avait 4 ans. Perdu son enfant, son village s'est fait ravager et son enfant est mort dans la bataille. Elle est allée voir le Bouddha avec son enfant complètement mort dans ses bras. Elle était en larmes en complet. Elle est allée voir le Bouddha, il lui a dit « Bouddha, Bouddha, s'il vous plaît, mon enfant est mort, il faut absolument le ressusciter et je sais que vous êtes capable de faire des miracles. S'il vous plaît, je vous en supplie. » Bouddha essaie de lui expliquer avec tous les mots qu'il pouvait que c'était pas du tout dans ses cordes et que ce serait l'ordre du miracle, et ce n'est pas possible. Rien à faire parce que cette femme était désespérée, déboussolée, elle vient de perdre son enfant, elle voulait rien entendre. Bouddha lui a dit « Ok, très bien, je peux faire quelque chose pour vous. Apportez-moi du coup un grain de riz. Apportez-moi des grains de riz de personnes d'un foyer de votre village qui n'a pas connu la mort. Apportez-moi du coup ça, et puis moi je ferai en sorte que votre enfant ressuscite. » Toute contente, elle va voir l'ensemble des foyers de son village en disant « voilà, j'ai vu le Bouddha, il va pouvoir ressusciter mon enfant, j'ai juste besoin de grains de riz. » Les villageois s'empressent et lui disent « Tenez, vous pouvez prendre 1 tonne, 2 tonnes, autant que vous voulez. » Et après, il dit « Mais voilà, il manque juste une chose, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une personne qui est décédée finalement dans votre famille ?» Et chaque villageois partage et dit « Oui, effectivement, j'ai un oncle, oui, j'ai ma mère, oui, j'ai une sœur qui est partie, évidemment, finalement dans mon foyer. » Elle fait tous les villages, elle voit toutes les personnes, et au final, elle retourne bredouille à la fin de la journée, elle va voir le Bouddha, et lui dit « Bon, j'ai compris la leçon, effectivement, c'est quelque chose qui arrive, c'est la vie, et on peut rien y faire. » Et je pense que c'est un peu cette conclusion qu'il faut avoir, en tout cas sur les êtres humains, c'est qu'il y aura toujours une fin
à une relation, une fin à une amitié, une fin à une relation familiale. Il faut l'accepter, il faut savoir que c'est dans le cadre du contrat et c'est comme ça. Il faut savoir aussi se détacher justement de ces drames, de ces choses pour ne pas être malheureux. Et donc dans le business, le bon moment selon moi, c'est le moment où on ne peut plus agir. Donc c'est-à-dire on est attaché à ses objectifs, on est attaché à sa boîte. Et il y a des moments où en fait on ne peut plus agir. Agir, ça sert à rien de cogiter. En fait, on rumine, on prend de la charge mentale, mais en fait on n'arrive pas à aller chercher de l'action ou des pensées construites et concrètes. Et donc là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut savoir se détacher. Deuxième enseignement, ne pas faire de son incapacité la norme. Donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit, lorsqu'on est détaché de ses objectifs, il se peut qu'on maintienne pas le niveau d'exigence qui est nécessaire pour la santé de la boîte. Notamment dans une période de croissance. Au début, lorsqu'on est au début de la structure et de l'activité, aller chercher, 2-3 rendez-vous par semaine est nécessaire et suffisant en tout cas pour faire tourner la boîte. Une fois qu'on grandit, qu'on arrive à être 24 personnes, mais en fait, il y a un standard qu'il ne faut pas, où il ne faut pas aller en dessous, quoi. Donc, c'est-à-dire, il va falloir aller chercher 10 rendez-vous par semaine, minimum. Et si on n'atteint pas cet objectif, en fait, c'est sonnette d'alarme pour la boîte. Et en fait, ce côté standard, on l'a compris un peu trop tard, à se dire, en fait, il faut aller chercher ces 10 rendez-vous par semaine, mais on était à 6, on était à 5, on était à 4. Et on acceptait ça. Et plus on perd du coup des rendez-vous chaque semaine, plus ça se cumule, et en fait, on ne compensait pas non plus les semaines d'après. On arrivait à 10, on était content, mais en fait, il fallait rattraper les 5, les 6, les 7 des semaines précédentes. Donc je pense que c'est important de maintenir un niveau d'exigence et de prendre en main ses responsabilités. Le côté responsabilité, je pense que c'est indispensable pour tout fondateur d'entreprise, et encore plus pour un CEO, un dirigeant. C'est comment je fais en sorte d'être responsable de tout ce qui se passe. Et que s'il y a une action qui n'a pas été mise en place, s'il y a un résultat qui n'a pas été atteint, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité, même s'il y a des personnes en dessous de moi. Petite citation que je voulais vous partager de Yannick Terrien. On peut déléguer les tâches, mais pas les responsabilités. Et ça, je trouve que ça donne une dimension qui est tout autre, où lorsqu'on est responsable de quelque chose, on se doit de mettre en place les bonnes actions et être imaginatif, parce qu'on a un devoir d'accomplir ça, et puis on a une redevance envers les associés, et même envers soi-même, d'accomplir tout ça. C'est quelque chose que j'ai appris aussi au triathlon, en fait, que le résultat qu'on va obtenir, c'est quasi égal à la somme de nos actions. La réussite, au final, c'est le résultat, en tout cas au triathlon, moi c'est ce que j'ai compris. C'est le résultat d'un plan bien défini, de son exécution, de sa capacité à faire son sport et les conditions qu'on va avoir le jour J. Sur le business, je pense qu'il y a un facteur chance, et en tout cas tout ça nous permet, en tout cas on a plein de leviers sur lesquels on peut agir dans cette équation. Dans cette équation, si je reprends le plan à bien définir, et moi c'était mon plan d'entraînement. Donc en business, ça va être un plan concret sur 3 mois, par exemple. Ça, on a la maîtrise dessus de bien définir son plan et de le revoir. Son exécution, comment on va réussir à faire tous nos entraînements de sport. Pareil dans le business, comment on va faire en sorte d'exécuter l'ensemble des tâches qui vont faire atteindre les résultats. Ses capacités, donc c'est ses capacités mentales ou la capacité de son entreprise, physique du coup sur la partie sport, et son entreprise, donc les sommes des compétences des membres qui la composent, et les conditions le jour J. Donc ça sur le sport, c'est plutôt sa condition physique et condition du temps. Et dans le business, ce sera plutôt le facteur chance. Et donc tout ça, on peut le maîtriser. En tout cas, on peut avoir des leviers pour maîtriser des parties de son équation. Et le fait de se responsabiliser nous permet d'agir là-dessus.
Troisième enseignement, il faut maintenir la cadence tout en déléguant. Si je reprends notre exemple sur la partie commerciale, on a voulu déléguer très rapidement la partie call, donc c'est-à-dire la prospection téléphonique. Ça prend du temps, c'est un peu chiant, il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas forcément agréable d'appeler les gens, de les déranger. On a fait ça pendant 4-5 ans avec mon associé Hugo, parce qu'on avait des boîtes aussi avant. Du coup, c'est quelque chose qu'on voulait déléguer. Très bien, on délègue, on va trouver des freelances. On a trouvé 4-5 freelances qui pouvaient faire du call pour nous. Déjà, trouver une personne qui peut faire ta tâche, ça veut dire que tu vas forcément perdre de la qualité sur la performance. Tout dépend si c'est un expert ou non. Si c'est un junior, c'est certain. Et c'est un expert, on peut quand même perdre en qualité parce qu'il n'y a pas l'âme et la motivation du fondateur qui vend sa boîte, qui vend son corps, son âme et qui en parle comme si c'était son bébé. Déléguer cette partie-là, donc c'était un risque, mais en même temps c'était nécessaire pour se concentrer sur d'autres tâches. Les erreurs qu'on a faites, c'est que déléguer le call, avant de continuer à maintenir la cadence de 10 rendez-vous par semaine qu'on a l'habitude d'atteindre, le temps de monter en compétence des équipes a pris par exemple 1 mois. Donc ça veut dire que pendant 1 mois, on était à des performances inférieures, donc 2, 3, 4 rendez-vous par semaine et non 10. Et on a accepté ça. Le fait d'accepter ça, c'est en fait accepter un chiffre d'affaires qui est beaucoup moins élevé, en tout cas une performance commerciale plus faible, pour se dire, en fait, on fait en sorte de créer un process long terme qui va tenir dans le temps, et en fait, on accepte 1 mois et demi de monter en compétence des équipes. Et le fait de déléguer, ça veut pas dire, au final, c'est la grosse leçon, c'est que ça veut dire que il y a du temps de monter en compétence des équipes, mais nous, il faut qu'on s'assure de la cadence. S'assure qu'on arrive à maintenir ce niveau de rendez-vous, donc 10 rendez-vous par semaine, et que même il faut onboarder les équipes, et du coup, il y a encore plus de temps passé à onboarder plus maintenir la cadence. Donc en fait, c'est 1 mois et demi, on ne délègue pas quelque chose pour nous dégager du temps, mais c'est 1 mois et demi où on passe 2 fois plus de temps à onboarder plus à maintenir la cadence. Et c'est là où on a fait une erreur, c'est que on n'a pas du tout fait ça. On a juste onboardé. Deuxième chose, ça ne veut pas dire qu'il faut juste maintenir la cadence. Et selon moi, il faut aussi over-deliver. Et donc, c'est-à-dire que le standard qu'on avait de 10, en fait, on aurait pu le faire passer à 15. Tout simplement si on continuait à notre rythme à faire du coup des appels, plus avoir une charge, une force supplémentaire qui va appeler aussi pour nous. Donc, je pense que c'est important de maintenir cette cadence avant de déléguer. Un exemple concret, par exemple, imaginons qu'on prenne une famille, un père et une mère, qui ont l'habitude de cuisiner pour les foyers, donc 2 enfants. Ils cuisinent, et les enfants, pour le bien de l'éducation, doivent apprendre à cuisiner et à faire les plats du coup de la famille tous les soirs. Donc les parents leur apprennent, mais le temps que les enfants arrivent à bien capter la recette, à faire des bons plats et qu'ils soient digestes, ça va prendre peut-être 1 mois, 2 mois, voire même quelques années. Et donc, il faut que les parents soient prêts à évidemment prendre le relais, bien les aider à monter en compétence sur le sujet et surtout, créer des bons plats et se nourrir avec des plats qui sont convenables, des bonnes recettes, parce que je pense que si on fait confiance juste aux enfants, on risque de mal bouffer pendant quelques mois. 4e enseignement, le process passe d'une obligation à un outil pour satisfaire le client. Je pense que c'est une grosse leçon que j'ai apprise sur la partie produit. Pour vous expliquer un petit peu la phase par laquelle on est passé, en décembre 2023, on a eu une 30aine de nouveaux clients. Donc gros boom, beaucoup de clients, on a fait beaucoup d'acquisitions, on était très bon sur la partie commerciale et on a eu 30 nouveaux clients. On était 3, Hugo, Marilo et moi, à faire les coachings et concrètement, on ne pouvait pas du tout supporter cette charge de travail qui était de prendre 10 coachings chacun parce que du coup, on développait pas la boîte long terme. En tout cas, on ne créait pas les bons process pour avoir d'autres gens qui puissent faire ces coachings-là à notre place. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé du coup les process, on a recruté une 15aine de coachs
qui ont pu prendre ces coachings-là et du coup à raison en moyenne de 2 coachings par coach. Ça a nécessité un énorme travail en amont de bien détailler l'ensemble des process. Donc un truc assez complet, carré sur Notion. Donc c'est l'outil qu'on utilise sur la gestion de projet. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que créer des process, c'était bien. En tout cas, il fallait les suivre. Mais les personnes qui suivent les process sont plus focalisées sur la réalisation du process et le côté, regarde, j'ai bien coché toutes les cases, que la satisfaction client. Donc en gros, c'est un peu le biais qu'on peut avoir. Le biais de vouloir bien faire, mais bien faire vis-à-vis de l'employeur plus que vis-à-vis du client. En plus de ça, les personnes qu'on a recrutées, c'était pas des juniors. C'est des personnes qui sont expertes dans leur métier, expertes en sourcing, expertes en formation en coaching, expertes en growth. Et du coup, suivre un process, ça les mettait, ça les cantonnait dans une case. Et ils avaient moins de terrain d'expression. Ils se sentaient moins libres d'exprimer leur créativité pour répondre aux clients. Donc je me suis rendu compte que déjà le fait d'avoir des juniors ou des experts, le process sera différent. Donc c'est-à-dire que le junior, il lui faut un process pour qu'il dépote, il exécute comme un robot et qu'il mette ça en place, il met ça en place et il n'y a pas de questions à se poser et ça permet d'avoir un niveau de qualité qui est à hauteur de 80%. Sur un expert, il faut le process, mais le process devient en fait un outil, un guide et tout simplement une feuille de route pour que l'expert sorte du process et apporte les meilleures solutions pour le client. D'autant plus, on est sur un business de service, nous, donc on va aider les clients à trouver la bonne solution. Et donc les coachs vont avoir un rôle de conseil et donc il faut évidemment sortir du process à ce moment-là. Donc au final, le process est là pour aider le client, aider le coach et pour que le coach sorte du process pour satisfaire au maximum le client. Et je pense que le process, il faut qu'il soit pensé étape par étape. Donc au début, avoir les premières briques. Donc d'abord faire, dans notre cas par exemple, une dizaine de coachings nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait. Si vous êtes dans d'autres types de business, faites 10 fois l'offre que vous offrez à vos clients avant de la déléguer ou avant de la processer. Ça vous permet de voir toutes les failles et plein de cas particuliers. Une fois que vous avez ça, vous faites une première brique de process, mais que vous validez du coup avec les personnes qui vont utiliser le process. Le gros problème qu'on va avoir aussi, c'est de créer un process et de pas du tout impliquer les personnes qui vont l'utiliser. C'est une grosse erreur parce qu'on a l'impression en tant qu'utilisateur, ouais, je commence à galérer sur l'articulation. Je pense que c'est le fait d'être 22h15, d'avoir la dalle. J'ai faim, j'ai mangé des lasagnes, pour tout vous dire. Et je sens mon ventre qui creuse et mon énergie qui est de plus en plus diminuée. Et ça impacte directement mon articulation. Tout ça pour dire que les process, il faut absolument impliquer les personnes qui vont l'utiliser parce que l'utilisateur va avoir l'impression qu'on lui impose quelque chose. Et lorsqu'on se fait imposer quelque chose, du coup, on n'est pas acteur de l'idée. Et il faut absolument impliquer les gens pour que ils puissent s'approprier tout ça. Ensuite, le revoir. Un process, c'est quelque chose qui s'alimente, quelque chose qui s'enrichit, qu'on va pouvoir revoir au fur et à mesure pour délivrer la meilleure qualité. Et c'est toujours ça le problème. Il faut avancer à 2 vitesses. Donc, c'est-à-dire que le process existant, il faut qu'il reste existant comme il l'est, pour pas qu'il y ait trop de changements, notamment s'il y a plusieurs utilisateurs. Moi, je prends mon cas une quinzaine de coachs. Ça, c'était l'erreur qu'on avait faite aussi, c'est dès qu'il y avait des nouveautés sur le process, on le communiquait. Du coup, on communiquait chaque semaine des nouveautés, ce qui fait que les gens étaient plutôt perdus sur un process qui n'arrêtait pas de changer. Alors que le process, il faut le maintenir existant et qui continue comme ça, et après avoir une version qu'on travaille en sous-marin, et puis après la présenter le moment venu en mode refonte, même si c'était une refonte de site. Ça paraît évident quand je le dis là, mais c'est clairement une erreur qu'on a faite. Donc voilà, sur cette partie process, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair. 5e enseignement. Vivre avec intention permet de faire
attention. J'ai pas trouvé mieux. C'est un peu enfantin, mais vous allez comprendre l'idée derrière. Déjà, la définition d'intention. Souvent, je le voyais, c'est quoi votre intention? Je sais plus dans quoi j'avais vu ça, mais j'avais du mal à le définir. J'ai pris une définition qui me parle plus ou moins, mais c'est la disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir un but dans ce qu'on fait et avoir une intention derrière la tête. Donc ça peut être positif comme négatif. Une intention positive, ça va être une intention de bienveillance. Une intention négative, ça va être de parler à quelqu'un par intérêt, par exemple. Vivre avec intention, ça permet de se rappeler pourquoi on fait les choses. Et dans le business, c'est hyper important, lorsqu'il y a une réunion, lorsqu'on accomplit une tâche, lorsqu'on a un plan qui est bien défini, de se demander mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je traque ces indicateurs? Pourquoi je écris chaque semaine comment je dois gagner ma semaine? Pourquoi on fait ce meeting-là et c'est quoi le résultat que l'on attend? Je pense que ça permet de s'assurer qu'on est bien sur les bons sujets, sur les bonnes discussions et ne pas se perdre. Et vraiment réfléchir au livrable, à l'output de tout ça et ce avec quoi on veut ressortir. Et ça permet du coup déjà d'avoir des schémas de pensée qui sont différents, de recadrer les discussions et de s'assurer de travailler sur les bonnes tâches. Si je prends un exemple, imaginons que vous avez un objectif de sortir une nouvelle landing page. Vous avez un cas numéro 1 où la landing page, vous la sortez parce qu'il faut faire de l'acquisition très vite. Nous, c'était notre cas. Il fallait qu'on ait beaucoup de gens qui viennent dans notre promo, donc qui commençait cette semaine. Et on avait une deadline à respecter. Dans ce cadre-là, il fallait qu'on délivre vite la landing page, qu'elle sorte rapidement, qu'on n'aille pas aller chercher les détails et qu'elle soit exécutée rapidement. Deuxième cas, il y a besoin de refaire une landing page, mais il y a besoin de faire une nouvelle landing page parce que l'ancienne n'était pas du tout ouf. En tout cas, pas terrible. Il y a besoin de revoir tout le copywriting. Il n'y a pas besoin de deadline là-dessus. En tout cas, on n'est pas pressé. Dans ce cadre-là, là, on va prendre beaucoup plus le temps. On va être tatillon sur l'ensemble des détails et aller chercher vraiment l'optimisation du 80% au 100%. Dans les deux cas, on doit faire une landing page. L'intention est totalement différente et du coup, il faut traiter le projet aussi différemment. Attention à vivre pas trop avec intention dans la vie perso. Je dis vie pro, vie perso, après on en parlera, mais un entrepreneur a souvent pas trop de barrières entre les deux, ou en tout cas tout est un tout, mais je pense que c'est pour mieux comprendre un peu la structure de ma pensée, et c'est parlant d'avoir un côté vie pro et vie perso. Mais vivre intention dans sa vie perso, c'est-à-dire mettre un but dans les choses que l'on fait. Imaginons qu'on va voir des amis, de temps en temps, c'est bien de ne pas avoir de but, et de ne pas se dire, en fait, je vais voir telle personne parce qu'elle va pouvoir m'apporter ci ou ça, ou je vais voir telle personne tout simplement pour être heureux ou pour passer du bon temps et bon moment. Mais ça, c'est évidemment pour ça qu'on fait ça. Mais il faut pas mettre une intention derrière ou en tout cas une attente parce que ça peut devenir néfaste. Et c'est bien de vivre sans intention, de se laisser aussi de temps en temps porter par la vie et de ne pas avoir d'attente, ce qui permet d'avoir du lâcher-prise. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, très compliqué en tant qu'entrepreneur vu qu'on a tout le temps l'envie d'optimiser son temps, l'envie d'aller chercher la performance, d'avoir de l'impact, aller chercher les bonnes infos, aller trouver les bonnes relations. Et de temps en temps, en fait, il faut juste lâcher prise et ne pas avoir d'intention pour être dans le moment présent et vraiment kiffer pleinement en fait la chose telle qu'elle est et l'accepter telle qu'elle est. Et on passe au 6e enseignement. 6e enseignement, il faut, selon moi, évidemment, ça n'engage que moi, connaître ses extrêmes pour vivre dans le juste milieu. On parlait justement de pro et perso et on parle beaucoup d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et je me rends compte que le mot équilibre, c'est peut-être pas le mot qui est le plus adapté.
Je l'avais vu notamment aussi dans un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, que je vous conseille de lire fortement, et qui m'a beaucoup aidé à vouloir optimiser l'ensemble l'ensemble des différents penchants de ma vie et de déléguer et de passer moins le temps justement sur des tâches à faible valeur ajoutée pour le business et passer plus de temps sur les choses qui ont du sens. Et il illustrait le fait que la vie pro et la vie perso n'étaient pas un équilibre linéaire. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je travaille de 7h ou de 8h, on s'en fout, à 19h. Et du coup, il faut que j'ai tant de temps pour ma vie perso. Et du coup, d'avoir un peu cet équilibre, toujours qui est le même, de manière linéaire. En fait, je pense que, d'autant plus pour les entrepreneurs, c'est plutôt une balance. C'est comment je balance ma vie pro et ma vie perso par rapport à mes objectifs, les objectifs que je dois atteindre, par exemple à titre perso, le triathlon ou ma famille, mes amis, aller voir, etc. Et également les objectifs professionnels qui me demandent un effort constant, évidemment, mais de temps en temps, un effort plus important. Effort plus important parce qu'on va avoir de la saisonnalité peut-être sur la structure, parce qu'il y a des moments où il y a besoin d'éteindre des incendies, il y a besoin de travailler beaucoup plus tard parce qu'il y a un truc à rendre le lendemain. En tout cas, on a une deadline. Il faut accepter, selon moi, ces balances et la gymnastique, je trouve, et en tout cas la compétence que doivent avoir les entrepreneurs, c'est comment j'arrive à passer d'un état d'esprit à l'autre, très rapidement, et à capter justement cet équilibre et l'accepter, et de savoir que là, je vais avoir des temps un peu plus lâches, un peu plus tranquilles, où je vais pouvoir me reposer, me ressourcer, et des moments avec une intensité énorme, parce que j'ai des objectifs à atteindre et que je suis ambitieux. Dans tout ça, il y a un juste milieu à trouver. Et je pense que, en tout cas, personnellement, je me suis rendu compte, c'est en vivant dans les extrêmes que j'ai réussi à comprendre mon juste milieu et mon rythme. Si on reprend nos exemples de taf, quand j'étais en première année d'école de commerce, j'ai fait un stage de 6 mois. J'avais un prêt étudiant à rembourser parce que du coup, j'avais mon école que j'avais financée en partie par mon prêt étudiant. Et j'avais cramé la moitié de mon budget étudiant en 6 mois, je crois, ou 1 an. Du coup, ça n'allait pas du tout et il fallait que je retrouve de l'argent. Il y avait mon stage de 6 mois qui faisait le taf. Par contre, je venais de casser la voiture de ma maman. J'avais fait un accident dans un arbuste, rien de grave. Et du coup, je devais rembourser la voiture. Et tout le salaire du stage allait dans la voiture. Donc ça n'allait pas du tout aider mon prêt étudiant. J'ai trouvé du coup un taf à côté. Je suis allé taffer au McDo les week-ends, plus en restauration, à l'atelier des chefs, pendant la semaine. J'ai tenu ce rythme hyper intense, parce que du coup je sortais aussi, je me disais mais il faut absolument que j'ai une vie perso, que je sorte et que je vois mes amis. Du coup j'étais dans les extrêmes. Je faisais que travailler, que sortir, etc. J'ai tenu ça pendant 5 mois et demi. Mon stage, il durait 6 mois. Et en fait, l'avant-dernière semaine, j'ai totalement craqué. Craqué, c'est-à-dire j'étais plus d'énergie. Je sortais du coup d'un lendemain où j'étais en restauration. Il était 7h du matin, j'allais au travail. En plus, quand j'allais à mon stage, c'était à 1h30 de chez moi. 1h30 aller, plus 1h30 retour. Et là, ce matin-là, j'étais vraiment fatigué. Fatigué de la veille, fatigué de l'accumulation. J'étais vraiment robotique. J'allais dans le tram, j'avançais, j'allais dans le métro, j'avançais. Et vraiment sans énergie. Je suis arrivé au taf, je me suis assis sur mon fauteuil. Et là, j'étais devant mon PC. Et là, je pouvais plus bouger. Plus bouger, une larme à l'œil. Et en fait, je pouvais plus rien faire, j'étais vraiment sans énergie. J'ai commencé à m'effondrer. Mon patron, du coup, m'a vu, m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit, je sais pas, j'arrivais plus à parler, j'étais vraiment sans énergie complète. Et du coup, il m'a pris un Uber et je suis rentré chez moi. Et je suis resté à peu près 4 jours dans ma chambre, au lit, cloué au lit. On m'a porté à manger, j'avais du mal à parler, j'étais fatigué, j'étais crevé. Et en fait, j'étais en batterie faible. On pourrait appeler ça un burn-out, c'était pas forcément un burn-out psychologique, mais plutôt un burn-out physique où en fait mon corps n'avait pas du tout tenu.
Donc, j'ai vécu dans cet extrême où je taffais énormément. Ça m'est arrivé aussi quand j'ai commencé à entreprendre. Donc, je faisais des nuits blanches. J'avais l'habitude de énormément travailler tous les week-ends. Et c'est en connaissant ces limites-là et en voyant les effets néfastes que ça pouvait avoir sur ma vie que je me suis rendu compte des signaux auxquels il fallait que je fasse attention. Dès que je commençais le matin à être un peu aigri, à fleur de peau, je commençais à être fatigué, que lorsque je travaillais sur des tâches, j'y allais à reculons. Mais en fait, c'est tous les signaux que j'ai compris en étant dans l'extrême. Dans cet extrême qui m'a appris justement tous ces signaux-là. Si je prends l'extrême inverse, c'est lorsque on ne travaille pas du tout, et ben on voit le manque de motivation, ou quand on fait que dormir, etc. On voit qu'on est fatigué, encore plus fatigué, limite déprimé, d'être dans l'inaction. Et selon moi, mais en tout cas par mon expérience, c'est en étant dans les extrêmes et en connaissant mes limites que j'ai réussi à vivre dans le juste milieu et de savoir quel est le bon équilibre, en tout cas la bonne balance à aller chercher. Donc je ne recommande pas de faire des burn-out, évidemment, mais je recommande tout simplement de bien s'écouter et de voir justement ces limites-là, de voir ces signaux, les identifier pour s'assurer que vous êtes bien dans le juste milieu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un peu différent, des actualités de la semaine plus des enseignements. Moi j'ai grave kiffé, ça me fait trop plaisir de me poser. Là je me suis bien posé pendant 1 heure et demie pour bien gratter tout ce que je voulais vous dire. Donc j'ai fait des bullet points, j'espère que ça s'entend pas trop, que je regarde un peu mes bullet points, mais c'est pour être sûr de pas oublier d'informations et tout vous partager. J'ai tellement hâte de faire du coup l'épisode de dimanche. J'espère que je vais pas le reporter parce que franchement j'aurais honte, vraiment, j'aurais honte de ne pas le sortir. Mais j'ai vraiment pris toutes les dispositions pour le sortir et le faire. Et de vous partager cet épisode sur le business et la sagesse et tout ce que j'ai pu comprendre, apprendre et faire le parallèle entre tous ces concepts-là et le business et qu'est-ce qui est applicable ou pas applicable aussi et comment il faut réfléchir face à ces différentes situations. Je vous en dis plus dimanche et je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bon sport, en tout cas, kiffez bien la vie, c'est important.